C'est l'application qui marche pas. Oui. Et donc, alors, moi, j'essaie d'illustrer, en fait, voilà. Donc, je reprends un petit peu donc, pour les exceptions. Voilà, taf, taf, taf. Donc, alors, ici, donc, alors, je provoque une erreur runtime. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je commente cette ligne de code, je mets nul ici, tac, tac, tac. Ensuite, j'essaye d'affecter, donc, alors, donc, de placer des objets, si vous voulez. Donc, alors, dans une liste, mais je n'ai pas réservé d'emplacement mémoire. Donc, alors, c'est un pointeur, si vous voulez, qui pointe vers nul. Mais nul, c'est indéfini. Et donc, alors, du coup, j'ai cette null pointer exception. Le problème, c'est que je ne peux pas détecter ça pendant que je code. Ce genre d'erreurs se produisent souvent quand on est chez le client. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on les appelle runtime et pas design time, c'est runtime. Ça va? Il faut faire attention avec ça, ça va? C'est pour ça qu'il y a en fait ce qu'on appelle l'injection de dépendance, que vous allez voir avec moi dans le cadre de Spring, et que vous n'avez plus à vous tracasser à utiliser le mot-clé new. C'est fait pour vous. Voilà. Sinon, vous avez d'autres types d'erreurs comme le UException. Donc, supposons que vous avez une variable qui contient un chemin vers un fichier sur votre disque dur. Pendant les tests, vous avez ce fichier, mais après quelques jours, ce fichier a été supprimé par quelqu'un. Et donc, alors, le fichier n'existe pas. Vous voyez, vous allez dire, oui, mais ça a marché il y a 2 semaines. Comment ça se fait que ça n'a pas marché maintenant? Ben, c'est normal parce que votre application dépend de facteurs externes, comme par exemple la présence d'un fichier, donc l'accessibilité d'une base de données. Donc, il faut chaque fois vérifier ces préconditions pour le bon déroulement et la bonne exécution de votre application. Donc, alors, c'est des runtime exceptions. Donc, vous avez les EU exceptions, donc file not found, ou bien, voilà, fin de fichier. Voilà. Par contre, les erreurs, elles peuvent être liées à la machine virtuelle, par exemple. Si vous lancez votre application dans un Pentium 3, ou je ne sais pas si il y en a parmi vous qui se souviennent de des vieilles machines, donc alors, votre application, la machine virtuelle, a besoin d'un minimum de mémoire pour tourner. Si vous lancez votre application dans un vieux PC, ça ne marchera pas. Et ça ne veut pas dire que c'est votre application qui ne fonctionne pas. Simplement, votre application n'a pas été conçue pour tourner sur des machines à faible capacité ou bien mémoire. Et donc alors, votre application va vous envoyer une erreur out of memory exception. Donc, out of memory exception. Voilà. OK. Donc alors, ensuite. Donc alors, quand on gère une exception, il faut la placer dans un bloc try-catch. Donc vous l'avez vu, hein, donc ce bloc. Donc alors, vous exécutez un bloc de code. Ensuite, vous savez que ce code peut générer une exception de type. Donc exception intéressante 1, exception particulière et puis exception blabla, ici. Et donc alors, ces exceptions, vous allez devoir les catcher, c'est-à-dire les capter et les traiter à ce niveau-là. Voilà, tac, tac, tac. Donc alors, voilà, supposons que ici, vous travaillez avec une base de données. Et donc alors, comme vous le savez, donc alors, une application qui interagit avec une base de données, à un moment donné, il va établir une connexion avec cette base de données. Mais une fois qu'on a terminé donc alors à utiliser cette base de données, il va falloir fermer ce canal. Mais alors, ce qui pourrait arriver, c'est que une fois qu'on a une exception, bah, l'application n'aura pas le temps de fermer ce canal avec cette base de données, ce qui va poser problème à un moment donné. Donc alors, on aimerait que on a une exception ou pas, qu'on puisse avoir le temps et l'opportunité de pouvoir fermer cette connexion avec cette base de données. Il y a un bloc finally ici. Ce bloc, son objectif, c'est qu'elle s'exécute, qu'il y a une exception ou pas. Qu'il y ait une exception ou pas, il s'exécute. Donc, alors, dans un bloc finally, question entretien d'embauche, à quoi sert un bloc finally? Donc, c'est pour faire le ménage. Donc, alors, et fermer ce qu'il y a à fermer. Donc, détruire ce qu'il y a à détruire comme objet avant de l'arrêt complet de l'application. Voilà. Et comme vous le voyez, donc finally permet de marquer un bloc de code donc, qui sera exécuté à la sortie donc, de try. Donc si aucune exception n'a été produite ou à la sortie de cache en cas au cas contraire. Voilà. On indique pour chaque catch le type d'exception à gérer. Donc alors quand je vous ai dit ici on peut désigner plusieurs catchs. Best practice, même si vous avez des catchs d'exception un peu particulières,
n'oubliez jamais de mettre un catch exception, c'est-à-dire le bloc catch file over. Donc, en fait, le bloc qui va catcher peu importe le type d'exception. Parce que sinon, vous allez avoir un message d'erreur de Windows, votre application a crashé, il va la prendre pour un virus ou je ne sais pas quoi. Or, si vous mettez catch exception, eh bien, votre application gère l'erreur, peu importe le type. Ça va? Il sait que ça sera des exceptions. Oui. Et c'est que ce Ouais. sera des exceptions. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'exception est la classe parente de toutes les exceptions que vous allez Ah, d'accord. créer par vous-même. Il fait office de constructeur, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Et les try-catch, on peut les considérer aussi comme de l'encapsulage? Donc, try-catch, donc en fait, il ne s'agit pas d'une encapsulation, mais simplement un mécanisme qui va nous permettre de maîtriser, comment dire, ce cas d'urgence, le cas où on a une erreur. Des problématiques qu'on a déjà définies d'avance. C'est ça. Et le fait d'entourer un bloc de code à risque, vous voyez, opération risquée, l'entourer par un try, en fait, va protéger notre application, va nous permettre de gérer en fait ce qu'il pourrait avoir comme risque. C'est pour ça que je parlais d'encapsulage, parce que, C'est une sorte pour moi, d'encapsulation. Ouais. voilà, Ouais. c'est ça, c'est que je vois le tri et le catch dans ce bocal-là, je sais qu'il y a une exception et il encapsule une exception déterminée. C'est ça, ouais. Donc on peut considérer ça comme un encapsulage ou pas du Donc, tout? on peut le considérer, si tu veux, Ah, c'est de comme la best une practice en fait. encapsulation, mais pas dans le sens en fait orienté objet. Oui, donc l'encapsulation, c'est protéger un accès indésirable en fait à l'état de notre objet pour garder sa stabilité. Par contre, ici, C'est pas le cas. si tu veux, on encapsule, on entoure, ou bien Emprisonne, ouais, ouais. voilà, Une c'est ça, erreur. Une un erreur. bloc de code à risque pour gagner en contrôle, c'est-à-dire pour qu'on puisse le contrôler en fait. D'accord. Pas forcément le protéger donc d'un accès indésirable. Ça va, j'ai compris. La petite différence. Ok, Voilà, merci. voilà. Donc alors, un point très important, on va voir un bout de code, hein, donc juste après, ici. Mais je vous explique un peu l'aspect théorique. C'est que vous allez être amené à créer des exceptions personnalisées. Là, on est dans le cadre des erreurs logiques. Donc, les exceptions personnalisées, pour pouvoir le faire, eh bien, vous avez en fait deux mots-clés. Vous avez le throw et vous avez le throws. Je vais donc vous montrer donc alors un petit exemple. Donc le throw donc, permet de lever une exception manuellement en instantiant un objet de type exception. Et le throws permet de signaler à la GVM, la machine virtuelle, qu'un morceau de code est susceptible de déclencher une exception. Ok, je vais vous montrer plutôt ça ici. Ici. Donc vous avez la classe personne. Voilà. Et donc cette classe personne, donc on aimerait donc alors passer un paramètre nombre de personnes. Nombre exception. Donc nombre de personnes, donc sur et donc, nombre de personnes, donc nombre de personnes exception. Voilà ici. Euh, donc alors, donc disons nombre, oui, donc nombre de personnes, ouais. Donc alors cette classe de personnes, en fait, on va devoir lui passer un nombre d'enfants si vous voulez. Donc ici un nombre d'enfants. Une personne est là un nombre d'enfants. Ce qui pourrait se passer dans notre code, c'est qu'on peut passer un nombre négatif, chose qui n'a aucun sens. Et alors, donc c'est une incohérence dans la vie de tous les jours. On ne peut pas dire que j'ai moins d'enfants, ça n'a pas de sens. Donc alors, ce qu'on peut faire en fait ici, c'est alors protéger notre code de ce cas d'erreur. Ce sont des erreurs logiques. Ouais. Logiquement, on ne peut pas avoir moins un nombre négatif d'enfants. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans notre constructeur,
On va ajouter un if ici. Si le nombre d'enfants est strictement inférieur à 0, attention, je lève une exception. Cette fois-ci, ce n'est pas la machine virtuelle qui va la lever pour moi, ou bien le langage Java, c'est moi qui va le faire manuellement. Vous voyez? Mais retenez avec moi la logique, le pourquoi, et vous comprendrez par après donc la syntaxe. Donc alors, qu'est-ce que je fais moi ici, simplement? Si j'ai un nombre négatif, eh bien, je tire la sonnette d'alarme. Et attention, on ne peut pas avoir un nombre négatif. Donc alors, qu'est-ce que je dois faire moi? Le constructeur de la classe personne, je dois informer la méthode main qui est ici. Pour communiquer avec cette méthode et lui dire, attention, j'ai un problème là, vous me passez une valeur négative, ça ne va pas. Eh bien, parce que je vais faire, donc l'étape 1, c'est taper le mot-clé throw new, throw sans S ici, hein. Throw new, nombre personne exception. Donc je crée une classe nombre personne exception qui doit absolument hériter de la classe exception, extend exception, et alors je lève cette exception. Donc ça, c'est une exception personnalisée que j'ai créée moi-même. Donc alors je lève cette exception, mais pour qu'elle soit transmissible à la méthode main que j'ai ici, je suis obligé, au niveau de la signature de cette méthode, d'ajouter ce mot-clé. Throws, cette fois c'est avec S, nombre enfant exception. Throws nombre enfant exception. Donc alors c'est comme ça a été défini comme ça dans le syntaxe et le langage Java. Donc alors pour que je puisse lever une exception personnalisée, c'est moi qui l'ai créée ici. Donc alors je suis obligé d'utiliser throw new à l'endroit où je dois lever mon exception. Et en même temps, vous voyez l'étape 4. En même temps, je dois ajouter ce mot-clé throws au niveau de la signature, juste après la parenthèse fermante de ce constructeur, throws nombre enfant exception. Une fois que je fais ça, vous voyez là, eh bien j'ai la possibilité d'utiliser mon constructeur ici dans un bloc try catch. Et dans le catch, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre comme type d'exception? Celle que je vais lever ici. Comme ça, elle va être catchée ici. Donc, nombre enfant exception. Et c'est ici que je vais traiter mon exception, c'est-à-dire que j'envoie une modale, une fenêtre, affichant à l'utilisateur, attention, vous avez introduit un nombre négatif. Et ça, je le fais au niveau de la méthode main. Amir, ça va? Tu peux réexpliquer ce mécanisme si à un moment donné, on te demande de le faire? Euh, pour tout ce qui est ce mécanisme spécialement pour les blocs. C'est ça, pour le try catch, en fait. Comment créer une exception personnalisée? C'est un peu le truc. Oui. Ça va, tu vois un petit peu ce qu'il faut faire? Oui, 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 oui. Sylvain, ça va? Oui, je comprends, mais je ne saurais pas l'écrire. Ouais. Donc alors comprendre, c'est très important ici. Donc alors, si j'essaie de le faire vite fait, hein. Donc alors, concentration maximale. Concentrez-vous avec moi. Hop. Je vais appeler mon projet myException. Donc je commence par créer quoi? Une classe personne. Donc alors, dans cette classe personne, tac. Dans cette classe personne, hop. Donc je ne suis pas dans un package, peu importe. J'ai oublié de spécifier le package. Je crée un package. Vous avez la possibilité de l'ajouter à partir de là aussi, hein, donc ici. Donc alors la classe personne, je vais la mettre dans une couche service par exemple.
Et ma méthode main, je vais la mettre dans une classe présentation. C'est juste un nom d'un package, ni plus ni moins. Ça va? Présentation, il contient la méthode main. Personne dans la couche service. Voilà, comme ça, je suis dans le package service. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans un premier temps, je vais créer alors deux attributs, donc nom et prénom. Et hop, private string, nom point virgule, ensuite prénom. Voilà. Donc je string, c'est S en majuscule là. Je me prends parce que je code en .NET aussi. Et en .NET, en C# en fait, string en fait peut s'écrire avec une majuscule et avec une minuscule là. Donc alors, je génère mes getters et mes setters. Yup. Je génère mon constructeur. Mais avant cela, j'ai oublié encore un troisième paramètre. C'est le nombre d'enfants, c'est un integer. Donc alors, nombre enfants, je sauvegarde. Yup. Mes getters et mes setters. Ensuite, mon constructeur. Et là, je passe les trois champs. Et hop, voici mon code. Sauvegarde. Donc alors, donc ici, moi, dans le cadre de mon constructeur, donc j'aimerais gérer, ok, donc j'aimerais gérer le cas où le nombre de personnes est négatif. Donc alors, quand nombre enfant est strictement inférieur à 0, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Donc, gérer l'erreur. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je vais devoir donc, lever une exception personnalisée. Alors, donc, je vais faire un throw, donc new, nombre, enfant, exception. Vous voyez là, ici, ce que je vous montre, en fait, c'est une philosophie de codage. Vous pouvez y adhérer ou pas, comme vous voulez. En fait, ici, je commence par taper le nom de la classe, parce que pour moi, j'ai besoin de cette classe. Il va me le souligner en rouge. Eh bien, je crée ma classe, en fait. À partir de là, donc myException, donc source file, donc source, package, donc service. Donc, je vais taper utils. Pourquoi? Parce que c'est un utilitaire, c'est une exception. Je peux la mettre dans un autre package. Ensuite, je veux que ma classe hérite de exception. Vous voyez, la détecter automatiquement. J'aime bien, c'est ce que j'aime bien en Java. C'est qu'en fait, il lit un peu mes pensées, en fait. Du contexte, il a bien compris que, parce qu'il a vu le suffixe ici, eh bien, il a bien compris que je veux hériter de la classe exception. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand vous créez une exception personnalisée, il faut absolument qu'elle hérite de la classe exception. Elle va avoir les super pouvoirs de cette classe. OK, donc alors finish. Voici mon package et voici ma classe personnalisée qui est héritant de la classe exception. Donc je reviens sur ma classe person. Add throws, donc declaration. Vous voyez là, ici. Donc alors, ce que je vous expliquais au niveau théorique ici, le throws, et je vous ai dit, hein, donc c'est comme ça en Java, à chaque fois que vous avez le throw, ils vont de pair ces deux-là. Vous devez mettre un throws ici. Eh bien, le compilateur, voilà, il vous dit que vous avez oublié le throws. Et quand je clique sur Add Throws, regardez, là, je n'ai rien, là. Donc, quand je
Yep, vous voyez, throws, nombre, enfant, exception. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement quoi? Que moi, la classe, le constructeur personne, en fait, je suis incapable de gérer ce genre, en fait, donc d'erreur logique. Je délègue ça à mon appelant, au programme qui va m'appeler. Moi, je ne vais pas gérer ça simplement. Je balance la patate chaude au programme qui va m'appeler. C'est exactement ce que ça veut dire. Une fois que vous avez compris ça, ne vous prenez pas la tête avec throws. Oui, c'est avec S, sans S, machin et tout ça. Non, ça c'est du par cœur. Donc throw new, throws. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que je délègue en fait le traitement de cette exception au programme appelant. C'est exactement ce que ça veut dire. OK, une fois qu'on a fait ça, soit j'ai le if ici, soit j'ai le else. Le else, c'est quoi? C'est continuer mon traitement. Hop, et je déplace le bloc de code ici. Une lettre à la poste. Voilà, je viens de terminer le codage de ma classe personne. Ensuite, donc on avait dit que les accesseurs doivent être prêts. Donc le constructeur. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, j'implémente en fait ma classe, donc alors, donc, nombre person exception. Eh bien, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter un constructeur qui va me permettre de spécifier le message d'erreur que je vais devoir afficher à l'écran, bien dans la console. Eh bien, j'ajoute un constructeur. Hop. Bon, je n'ai pas de champ. Select all. Oui. Voilà. Et dans ce constructeur, je vais simplement afficher un message, donc sysout. Donc alors, bon, le nombre est négatif. Veuillez spécifier un nombre positif, donc alors peu importe. Voilà. On vient d'implémenter donc la classe personne, ensuite donc l'exception qu'on va utiliser ici, et ensuite donc alors la méthode main. Hop, yep, classe. Donc main, hop, je coche donc cette case et je génère la méthode main. Donc alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc alors, je vais instancier un objet, donc alors de type personne. Il détecte personne ici, donc alors my personne. Et alors, lors de l'instanciation, je dois contrôler si le nombre est positif ou pas. Eh bien, bah, il n'y a pas de souci. Je vais faire comme ça, donc alors my personne est égal à new. Personne, il va aller chercher le constructeur et je vais spécifier alors string et je veux mettre par exemple 5. Pourquoi il râle? Voilà, regardez. Donc le compilateur code avec moi, c'est génial. On est à deux. On fait de l'extreme programming, moi et le compilateur. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit attention, an ended exception type, donc nombre enfant exception. Pourquoi? Parce que le constructeur ici, c'est grâce à throws que vous avez là, qu'on permet au compilateur d'aller lire un peu par rétrospective le code et qu'il nous propose en fait donc de coder correctement. Donc alors il me dit que le constructeur lève une exception de type nombre enfant exception, c'est le code risqué en fait.
Ce constructeur est susceptible de lever cette exception si on passe à un nombre négatif, mais vous ne gérez pas ça ici. Donc alors, il va falloir gérer ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, ajouter un bloc try-catch. Tu vois, Sébastien, tout à l'heure, donc maîtriser le code. Donc alors, il me propose deux choses. Soit alors, il me dit que vous voulez que la méthode main, à son tour, délègue donc le traitement de cette exception en programme appelant. Là, ce sera la machine virtuelle, parce qu'on n'a pas une autre classe qui appelle la méthode main. Donc, c'est directement la machine virtuelle, on ne va pas faire ça. Si on veut déléguer, on utilise throw. Si on veut traiter localement, on utilise le bloc try-catch. Eh bien, c'est la deuxième proposition, sur route with try-catch. Voilà. Et là, notre programme fonctionne nickel, donc aucun problème. Si je passe à une valeur négative, je vais dans le catch ici. Tu peux rappeler ce que fait print stack trace, s'il te plaît? Ce qui fait quoi Le print stack trace, la méthode. Ah oui, oui, oui. En fait, le print stack trace, il va printer, donc imprimer le stack trace, donc la pile donc de traces en fait d'appel. Parce que ici, ce que vous voyez là, c'est un stack trace que j'ai affiché tout à l'heure. Donc pourquoi le stack? Stack, ça veut dire pile. Et pile, c'est ça. Donc c'est la pile d'appel des méthodes. Là, le premier appel, deuxième appel. Parfois, il y a 17 appels qui vont s'afficher ici. Ça, c'est simplement pour imprimer dans la console, donc alors la pile d'appels pour savoir, voilà, pour pouvoir savoir d'où vient le problème en fait ici. Pour trouver l'erreur. Ouais. Voilà, Ok. c'est ça. Ça nous aide en fait à trouver l'erreur. Et donc alors, vous développeurs, vous n'affichez jamais ça au client final. Parce que vous devez considérer que tout client est une personne dangereuse. Pourquoi? Parce que ça peut être un pirate. Mais vous, pour être pessimiste, en fait, à chaque fois, vous faites attention et jamais remonter ce genre de détails parce qu'ils sont précieux pour les pirates. Et ça ne rigole pas. Hein. Donc alors, ça ne rigole pas. Il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce que vous faites? Vous encapsulez ce stack trace. Vous le stockez dans un fichier log. Vous le stockez dans un fichier log. Et ce que vous faites, vous affichez un friendly message, c'est-à-dire un message compréhensible par un utilisateur final. Simplement, ce que je mets, moi, c'est votre application, voilà, votre application a un problème, contactez le helpdesk et nous avons un service après-vente, donc des techniciens, donc alors qu'ils répondent à ce numéro de téléphone, donc vous les contactez et eux, ils vont aller voir. S'ils ne trouvent pas la solution, ils vont contacter le développeur et c'est lui qui va aller dans le log pour trouver l'erreur. Moi, Donc je là, si c'est pour un client final, il faudrait pas spécifier la méthode du coup. Pardon? Je dis là, donc si c'était pour un client final, il aurait fallu le supprimer la ligne i point trace, je sais pas quoi. Le quoi tu dis? Celui-là? Si ça avait été pour un client final, ça il aurait fallu le supprimer pour pas que ça apparaisse. Ah oui, oui, oui. Non, en fait, donc si c'est un client final, on ne supprime jamais. Simplement, on va aller récupérer en fait la pile d'appels. On va la stocker dans un fichier texte quelque part. Je vais vous montrer le système de logging comme vous l'avez vu avec moi. Le fichier que je vous ai montré la fois passée, c'est un fichier log qui contient toutes ces traces en fait. Ok. Et alors, on stocke ça dans un fichier et après, on affiche dans un sysout, peu importe, au client hein, final. Là. Un message friendly message en anglais, c'est un message compréhensible par l'utilisateur final. Veuillez nous contacter sur, voilà, tu vois, sur le numéro suivant. D'accord, ok. Voilà. Donc, je m'explique. Parce que si vous implémentez une application sans un système de logging, eh bien, vous allez vous faire passer pour un plouc, en fait. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, implémenter, développer une application où vous n'avez pas un système de logging, franchement, l'architecte, il va prendre en charge votre application, il va vous poser la question, mais d'où vous avez appris la programmation? C'est vraiment radical, hein, donc c'est vraiment important un système de logging. C'est pour ça que je l'ai prévu en fait dans le cadre de cette formation. Et donc alors le système de logging, voilà, donc ici ça peut être un fichier, hein, donc il va automatiquement tracer toutes les exceptions que vous allez rencontrer lors de l'exécution de l'application, comme ça quand votre client a un problème. Donc lui, il va contacter le helpdesk, soit le helpdesk va pouvoir l'aider, soit le cas contraire, il va vous contacter vous développeur, et votre gilet de survie, de sauvetage, c'est ce fichier log.
Parce que vous allez poser la question en helpdesk, vous allez lui dire quand il a eu l'erreur, et il va vous donner les scénarios pour que vous, développeurs, vous reproduisez l'erreur. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Hein. Parce que sinon, vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas savoir d'où vient l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous exigez ça. Donc, le user key, c'est l'utilisateur clé. C'est l'utilisateur qui utilise votre application. C'est lui qui est capable, en fait, à vous indiquer, donc alors, d'où vient l'erreur. Ça va? Et ça, c'est très important. Donc, élaboration de schéma conceptuel. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, on était où? Voilà, j'étais là. Donc, alors, dans la méthode main, donc, on va prendre la pause. Hein. Donc, je vois qu'elle est... Donc, alors, Mehdi, on a fini, en fait, ici. Souvenez-vous, la première chose, c'est pour créer une exception personnalisée. Donc, c'est créer d'abord l'exception, ici. Donc, créer l'exception, ce n'est pas compliqué. C'est juste, en fait, une classe qui hérite de la classe exception. Ça va? Ensuite, vous appelez... Donc, alors, cette exception, vous la levez avec le mot-clé throw. Vous déléguez son traitement au programme appelons avec le mot-clé throws, ici. Et alors, là où vous allez appeler ce constructeur, là, comme ici, vous entourez le bloc avec try catch. Et c'est ici que vous allez pouvoir donc stocker l'exception dans un fichier de log et ensuite afficher un user-friendly message, un message donc alors affiché à l'utilisateur qui ne contient pas de détails techniques parce que le hacker, le pirate, vous imaginez le truc? Vous lui donnez le nom du fichier et la ligne qui pose problème. Vous lui dites dans une assiette d'or, tu veux me pirater? Ben voilà, c'est cette ligne en fait où moi j'ai été incompétent ou bien j'ai bugué en fait. Mémo, comment je suis nul. Ouais, oui, exactement. Regarde, je suis nul, viens, pirate-moi, s'il te plaît. Et moi, dans une formation .NET, en fait, donc je montrais aux stagiaires comment pirater, comment donc alors hacker une application. L'objectif, c'est de ne pas faire des black hats, c'est ça, c'est des white hats. Donc je leur montre comment donc les pirates peuvent pirater votre application à vous, développeurs. Donc le fait de savoir comment on pirate une application, ça nous permet de prendre nos précautions et nous protéger, quoi. C'était dans le cadre de BMS, ceux qui étaient avec moi l'année passée. Donc, je leur montre comment on essaie de créditer un compte, on le débite. Donc, vous déposez de l'argent, mais votre compte diminue avec le même montant en fait, que vous avez essayé de déposer. En fait. Ouais, Et donc, alors, oui. Non, je disais juste si on a du temps, peut-être qu'on peut le faire aussi. Hein. Ça serait intéressant parce que ça va nous permettre aussi de voir ce qui peut nous-mêmes attaquer notre propre site pour le tester aussi, quoi. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est décompiler une application. Vous compilez l'application, il génère les points classe. Et là, il y a des outils en fait sur Internet donc alors qui vous permettent de décompiler une application. Et ça, ça peut être un genre de concours en fait à lancer entre les masterminds. Et alors, donc, si on a un parmi vous qui réussit à le faire, qui le présente devant tout le monde, mais ce ne sera pas, parce que là, vraiment au niveau timing, on est un peu short. Voilà, simplement histoire de mettre un peu le stress positif. Et donc alors, voilà, moi, je pense qu'on n'aura vraiment pas le temps. Moi, je l'ai fait en fait en .NET encore une fois, mais pour Java, je ne l'ai jamais fait, mais voilà, donc si on aura le temps, je vais voir si je peux préparer un peu cette démonstration, mais ça va être chaud. Donc, je ne vous promets rien. OK. Donc alors, on va faire la pause maintenant. Et après la pause, on va continuer donc avec la suite. Ça va, on va continuer avec l'élaboration d'un schéma conceptuel, voir un petit peu ce que c'est la définition d'une classe, donc un constructeur, les associations, les multiplicités, donc implémenter une association puis l'héritage. On fait comme ça. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne pause, bon appétit tout le monde. On fait comme ça, bon app. Bon Bon appétit. appétit.